Salam la famille. Donc, Ballon Jollof Orange avec Mr. DJ. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de parler des meneurs de la NBA, hein. On va essayer de parler des meneurs de la NBA, de l'histoire de la NBA. Bon, après, on va essayer de faire un petit zoom là sur voilà, les meilleurs meneurs des années 2010, 2020 et pourquoi pas voilà, des saisons qui viennent de s'écouler là. Euh, donc les JO viennent de se terminer là et les néophytes au niveau du basket parlent souvent de Curry. Ils ont vu ce qu'il a fait, ils jettent le ballon. Il y a beaucoup qui m'interpellent là. Ils me disent, mais le petit là, comment on peut défendre sur lui? Il prend le ballon, il jette et ça rentre dedans. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle, bon, j'ai dit à mon grand DJ, pourquoi pas ne pas parler des meneurs. Après, essayer de faire une petite série. Après, essayer de parler des arrières. Après, des ailiers forts et des pivots de la NBA. Voilà, comme là, actuellement, c'est la période creuse de la NBA. Bon, essayer de documenter un peu la page TikTok là et YouTube. Alors, DJ, comment s'est passé les JO? Dégoûté ou pas? Parce que toi, tu étais pour la Serbie, non? Oui, salam, salam, la famille Ballon Jollof Orange. Bon, pas trop député, hein. Finalement, ce fut, comme on dit, un bon cru. Les JO, voilà, ont été très bien organisés. Voilà, le tournoi de basket, voilà, a été très bien suivi. Voilà, on a eu des rencontres très, très, très épiques qui peut-être même vont rester dans l'histoire des JO. Que ce soit chez les hommes, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Donc, tout compte fait, c'était un très très bon tournoi bien organisé avec de très belles rencontres. Et même en basket 3-3 aussi, on a eu beaucoup de suspense, hein. C'était très très bien. Oui, oui. Voilà. Et qui a gagné? Je sais que la France est partie en demi-finale, je pense. C'est le Pays-Bas qui a gagné. La France a perdu contre les Pays-Bas en finale. Ah ouais, en finale, c'est ça, oui. La France a Au éliminé buzzer, hein? Ah oui, au buzzer, Ouais, au buzzer. un 3 points de leur joueur majeur, là, de leur star, là. Celui qui a les cheveux peroxydés, là, j'oublie son nom. Bon. Cheveux peroxydés. Ils ont éliminé quand même, sur le basket 3, ils ont éliminé deux grosses nations du basket, hein. Donc, avant de parvenir en finale contre les Néerlandais. Ouais, mais les Français, de ce que j'ai vu, ils ont fait beaucoup de remontada, hein, je pense, au basket 3-3. Oui, oui. Aussi bien chez les hommes que chez les dames même. Alors, tu m'as pas répondu sur la Serbie, Bon, hein? sur la oui, bon, sur la, je t'ai dit que sur la, j'étais pas très, très déçu. Un peu, mais pas trop, parce que tout compte fait, je suis un amoureux du basket. Et après, bon, on a eu une belle finale entre la France et les États-Unis. Bon, donc, voilà, ça m'a mis un peu ça m'a permis voilà, Et de mieux digérer de mieux la... digérer le fait que la Serbie ne soit pas passée en finale contre. On verra voilà, dans les prochaines rencontres au niveau des jeux, des championnats du monde de basket. Voilà, ce que ça donnera. Est-ce que bon, on aura encore les mêmes équipes avec voilà, les mêmes forces? Est-ce que l'Allemagne, voilà, parce que je vois que cette fois-ci, l'Allemagne, qui est championne du monde en titre, voilà, n'a pas fait des JO qu'on attendait peut-être en finale. Finalement, il n'est pas arrivé en finale. Bon, il vient par la France. Et donc, voilà. Bon, de toute façon, je sais pas si Didier, lui, il a fait une petite déprime ou pas. En tout cas, le concerné Jokic, il a bien fêté, hein. Il a bu ses binous, il a bien fêté. Il a fait ses courses chevaux, là. de chevaux, là. Lui, là, Voilà. Mais bon, on va se recentrer sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler des meneurs. Alors, c'est quoi un meneur en NBA? C'est quoi un meneur? On parle de meneur, on parle de point de garde, on parle de combo garde. Voilà. J'aimerais bien que tu me décortiques ça un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un meneur déjà? un meneur, pour faire simple, c'est celui qui est chargé d'organiser le jeu. Organiser le jeu, ça suppose déjà connaître déjà le ballon en attaque. C'est-à-dire, il intervient surtout quand l'équipe est en attaque et que l'équipe a en sa possession le ballon est chargé, il est chargé d'organiser le jeu quand son équipe est en attaque. Et donc, c'est celui qui a, dans le basket, anciennement, quoi, je veux dire, avant tel qu'on le connaît sur le basket moderne, le meneur,
c'est lui qui était chargé principalement d'organiser le jeu, de faire la passe. Quand l'équipe adverse est en zone plate, par exemple, et qu'il y a une difficulté de trouver des solutions pour accéder facilement au panier et mettre des points, c'est celui qui oriente ses joueurs, que ce soit l'ailier, que ce soit le pivot. Il fait en sorte de trouver des solutions pour son équipe pour que celui qui a une position préférentielle, le ballon puisse accéder à lui et qu'il puisse mettre des points. Donc, il est un peu le représentant de l'entraîneur sur le terrain. Et par exemple, sur la mise en place tactique, quand il y a des difficultés, il voit qu'il y a des joueurs qui ne suivent pas, etc., c'est lui qui remonte les troupes et explique des choses. Ok, comme tu l'as dit, c'est lui le représentant du coach sur le terrain. C'est eux aussi qui annoncent les systèmes et tout ça là, voilà. Alors, je vais faire simple, direct, question directe, comme disent les Marseillais, droit au but. Lui aussi, c'est un supporter de Marseille, hein. Voilà. Qui est ton meneur préféré? Mon meneur préféré, moi, je l'ai toujours dit, c'est Jason Kidd. J-Kidd, hein? Ouais. Alors, pourquoi Jason Kidd? Je trouve qu'il concentre dans son jeu. Bon, pour l'avoir suivi, je ne sais pas si les jeunes l'ont suivi, mais bon, ici, sur la page, je sais qu'il y a des gens qui sont de notre âge et des gens qui sont plus âgés. Bon, ceux qui l'ont vraiment suivi, bon, depuis Phoenix, Dallas, dans son prime, quand il était rookie, je pense qu'il a été même rookie de l'année avec Grant Hill. Ouais, il a été co-rookie of the year avec Grant Hill, voilà. En 95, 94. Non, parce qu'ils ont été draftés avant Shaquille O'Neal. Donc je dirais dans les années, ouais, un truc comme ça. Je pense. Ouais. Oui, en tout cas, c'est ces années-là. Ils ont été draftés avant Shaq. Shaq, il a été drafté en quelle année? En 92, 93. Parce que 94, c'est 95. N'oublie pas que Shaq, je pense, il est venu presque à 20 ans. Hein? Ouais, mais Shaq. Donc ça veut dire que c'est sa première saison, ça doit être 92, 93. En tout cas, Kevin Garnett a été drafté en 95. Ça a été le premier joueur qui est sorti du lycée et qui est venu directement comment on appelle ça encore, en NBA. Parce qu'avant, il fallait passer en université. Après 96, il y a eu les Kobe, tout ça. Donc, je pense qu'il a été drafté dans les années 92-93. Les gens vérifieront. Ouais, on n'a pas les dates exactes, mais bon, c'est pas le plus important ici. Bon, pour revenir à Jason Kidd, moi, je pense que c'est un concentré de tout ce qu'un coach pourrait attendre d'un meneur. Il a une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe. Sur sa carrière, ce qui lui a fait défaut peut-être, le seul aspect de son jeu où il avait un peu de déficit, c'était le tir longue distance. Et curieusement, quand il a vieilli, je peux dire les 5 ou 10 dernières années de sa carrière, il est devenu il a eu de très bons pourcentages sur le tir longue distance. Mais sur sa carrière, c'était le seul aspect où l'on pouvait lui faire un peu de reproche ou bien où il avait des déficits. Encore que sur les années où il jouait, la principale qualité du meneur, on n'attendait pas trop du meneur qui shoot à 3 points. Et donc, on peut comprendre aisément qu'il n'ait pas développé cet aspect ou bien cette qualité de son jeu. Mais sur tous les autres aspects du jeu, où on attend un meneur, c'était vraiment, il a répondu présent. Que ce soit à Phoenix, que ce soit à Dallas, voilà. Non. Que ce soit même quand il est passé, quand ils ont fait les 2 finales enchaînées avec les Nets, voilà. C'était à peu près l'un des meilleurs joueurs, voilà. Même avec Team USA, il était titulaire et tout, c'était l'un des meilleurs arrières de la NBA. Et il restera dans l'histoire comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Son prime, c'est quand? C'était Dallas, Phoenix ou les Nets? Bon. Il avait déjà donné de très très bonnes sensations avec Phoenix. Mais moi, je dirais quand même les Nets. Parce que faire 2 finales d'affilée sur ces années-là contre les Spurs, etc. Voilà. Donc ça reste marquant, quoi. Ouais, c'est à Phoenix qu'il avait teinté ses cheveux, non? C'était sa période. Oui, mais parce que là-bas, il avait commencé à devenir chauve. Ouais, c'était sa période rebelle, quoi. Moi, J-Kidd, bon, on en parle souvent. Encore que il faut rappeler aussi, c'est le pote à l'autre là. Ils ont grandi ensemble dans leur quartier, il paraît. À qui? À qui? Comment ça s'appelle? The Glove. The Glove, Gary Payton. Quand ils étaient gamins, quoi.
Voilà. Parce que leur maman, bon, je pense qu'ils habitaient un peu, pas loin. Et puis, C'était des voisins. Ils ont bourlingué un peu ensemble. Non, moi ça, je ne savais pas. Tu m'apprends une chose. Moi, quand je pense à Jason Kidd, bon, moi, dans les années 90, bon, j'étais un peu gosse, quoi. Moi, je suis né au milieu des années 80. Quand j'étais un peu jeune, là, moi, Jason Kidd, c'était ces sneakers, là. À l'époque, quand j'étais jeune. Avec les deux boules, là. Parce que dans mon quartier, il y avait les grands, à l'époque, là, ils portaient beaucoup de Jason Kidd. Les rappeurs, quand tu avais ça, ou bien les Jordan de l'époque, bon, tu étais in, quoi. Tu étais in. À l'époque, je me rappelle, là, les grands du quartier, là, les grands qui étaient in, ils portaient des Jason Kidd. Bon, moi, mon meneur préféré all time, c'est mon meneur, quoi, je dis. Je dis pas que c'est le meilleur. Moi, celui qui m'a donné beaucoup de sensations, bon, beaucoup ne l'aiment pas, moi, c'est Russell Westbrook, Brody. Moi, c'est Russell Westbrook, vraiment. Depuis que je l'ai découvert à OKC, moi, je l'ai kiffé. Je me suis réveillé des nuits pour le regarder. Même quand KD est parti, moi, j'ai continué à regarder OKC. Sa saison 2017 a été le Graal. Son dernier shoot là contre Denver, qui donne la 6e place, je pense, à Oklahoma City, où il tourne en triple-double. Après, il enchaîne 3 saisons de suite en triple-double. Voilà, moi, c'est Westbrook. Là, il est carrément sur la pente descendante, là. Il a perdu confiance en lui. Mais le joueur qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Westbrook au poste de meneur. Après, on en discute souvent. Celui que j'ai pas vraiment regardé et que je kiffe vraiment aussi, c'est Zeke, Isaiah Thomas. Je trouve qu'il est un peu, je sais pas, il y a un mot là qu'on utilise actuellement. Voilà, il est un peu blacklisté. On est en train de l'effacer dans l'histoire de la NBA. Bon, c'était une tête brûlée, l'histoire avec The Dream Team, tout ça là, avec Magic Johnson. Mais moi, Zeke, je l'ai kiffé. Hein. Je pense qu'il a fait 2 finales NBA en 89 et 90, 91, je pense, ou 89, 90. Voilà, 89, 90. Il a même été MVP des finales et tout. Moi, Zeke, en plus, quand je regarde ses highlights et tout, mais il me rappelle un peu Jason Kidd. Hein. Il me rappelle un peu Jason Kidd. Ils ont les aspects du jeu qu'ils partagent. Voilà, ce sont de bons passeurs, ce sont des joueurs durs au mal, de bons défenseurs. Et voilà. Maintenant, en parlant de Jason Kidd, moi, ce qui m'avait le plus marqué sur Jason Kidd, c'était lors des playoffs 2011, l'année où ils font le run et ils gagnent le titre là, 2011. Voilà, c'est ça. Mais il avait défendu sur Kobe, mais il avait défendu sur Kobe d'une manière, non, complètement inattendue. Donc voilà. Sinon, la dernière fois, j'ai posté une vidéo là, NBA 2K qui avait ranké un peu les top 5 des meilleurs dribbleurs de la NBA. Bon, ils ont mis Kyrie, hein. Kyrie, je pense, c'est unanime. Après 2, ils ont mis Curry, 3, Trae Young. Après, je pense, Harden et Luka Doncic. Bon, dans les commentaires, ça, on peut parler. Pour toi, qui est le meilleur dribbleur actuellement et all-time? Tu mets qui? Et c'est quoi un bon dribbleur pour toi? Bon, il y a 2 aspects du dribble. Si on parle basket, purement basket, le dribble, il est fait pour battre son défenseur direct et trouver une solution de passe qui amène un panier ou bien accéder au cercle directement et aller marquer le panier soi-même. C'est-à-dire, ça casse les lignes. Tu passes un défenseur pour se départir de lui, casser les lignes et après, soit aller directement au panier, soit trouver un coéquipier. Donc, le dribble doit avoir pour essence de progresser avec le ballon et de faciliter le fait de marquer un panier parce que le jeu du basket reste un jeu où on doit aller marquer un panier. C'est ça la finalité du but. Après, il y a aussi l'aspect esthétique. Parce que pour dépasser un défenseur direct, il y a plusieurs façons de le dépasser. Tu peux faire un dribble compliqué comme tu peux faire un dribble simple. Tim Hardaway, il a fait toute sa carrière avec un seul dribble, le crossover. The killer crossover. Ouais, il dit le killer crossover parce qu'il avait une façon de le faire qui était à nul autre pareil, parce qu'il le faisait avec une telle rapidité, avec une séquence, une bonne pression sur le ballon, 2 dribbles secs et puis rapide. Très rapide. Même si tu sais que c'est ça qu'il va faire, c'était imparable. Comme on dit, quoi, c'était son go-to move, quoi. Exactement. Non, il a fait toute sa carrière avec ça. Ouais. Mais il a perfectionné de telle sorte que il pouvait dépasser, battre ses défenseurs directs avec ses dribbles.
d'autres joueurs, comme tu l'as évoqué, comme Kyrie, comme Stephen Curry, ont développé d'autres aspects du dribble, plusieurs aspects du dribble avec lesquels ils peuvent dépasser leurs défenseurs. Et Iverson? Oui, Iverson aussi, c'était le cross, sauf que lui, il avait un cross long, c'est-à-dire qu'il descendait très très bas et il prenait le cross, un cross long, c'est-à-dire il le prenait très très haut, il descendait très bas et il le met très haut. Ce qui fait que pour défendre, voilà, il faut vraiment, c'est comme si tu cherchais les mouches, quoi. C'est-à-dire que et quand tu veux vraiment défendre et que tu ne parviens pas à l'arrêter, le dribble n'en est que plus beau en fait, parce que là tu es complètement battu et sur les images, voilà, tu passes pour un dindon, quoi. Ouais, tu es un dindon. Voilà. Mais Bon. il avait parce qu'il avait expliqué que c'était son ami là, un de ses amis qui lui a appris le cross et il l'a perfectionné. Voilà. Bon, on appelle ça les crosses avec amplitude en fait. Je vais te taquiner un peu. Il avait crossé de GOAT, Oui, MJ. Ça, c'était magnifique. Hein. C'était lors de sa saison rookie, hein, je pense. Oui, je pense. Ouais, c'était sa saison rookie. Voilà. Et bon, en parlant de dribbleur, bon, on va remonter un peu dans le temps. Bon, on va revenir on a parlé de Tim Hardaway, on a parlé de Iverson. Non, mais là c'est vrai que au vu de nos âges, on est en train de faire le focus sur les joueurs qu'on connaît les mieux. Mais si on remonte plus loin, il y avait de très très bons manières de ballon. Hein. Ouais. J'ai oublié dans les années 70-80, il y avait un bon meneur là. J'ai oublié son nom. C'est à cause de Archibald, je ne peux pas dire ça. C'est exactement lui. Voilà, c'est Archibald. Nate Archibald. Voilà. Nate Archibald, mais c'est un très bon manière de ballon. Ouais. Bob Cousy, c'est un très bon manière de ballon. Ouais, Bob Cousy, il était pas mal. Comment il s'appelle encore? Mais Bob Cousy, c'était un 2, non? Non, mais c'est un très bon manière de ballon. C'est un arrière. Comment il s'appelle encore? L'autre. Il jouait à Boston. Et il y avait aussi qui? Jerry West. Jerry West, bon, lui, il avait un jeu un peu plus épuré. Parce que lui, c'est peut-être la star avant les années, avant vraiment la télévision et la médiatisation un peu plus grande du basket vers la fin des années 80. Mais c'est l'autre là, comment ça s'appelle? Havlicek. John Havlicek de Utah Jazz. Lui aussi, pour moi, c'était vraiment les magiques avant magique et puis peut-être Jason Kidd avant Jason Kidd. Il avait tout ça, et impossible de lui prendre le ballon. Il avait des dribbles tellement bas, mais avec une précision, et dès que la solution de passe se présentait, même s'il il faisait semblant de ne pas du tout regarder le ballon, il avait identifié la solution de passe et le ballon partait. Et ça, c'était vraiment il fallait avoir ces qualités-là. Donc John Havlicek, pour moi aussi, voilà, c'était bon, pour les jeunes, vous pouvez aller vérifier un peu Nate Archibald, John Havlicek, tout ça, Bob Cousy, voilà. Tout ça. C'est pas parce que vous n'aurez pas l'esthétique des années 90 ou 2000, mais si vous savez apprécier à juste valeur par rapport au contexte, vous verrez que c'était des très très bons joueurs et pour leur époque, voilà, c'était vraiment des stars et des très très grands manières de ballon. Après, vraiment sur toute l'histoire, moi, quand même, Kyrie, pour moi, il fait quasiment l'unanimité. Bon, même pour les gens qui ne l'aiment pas. Non, c'est pas quasiment, mais il fait l'unanimité. Par rapport au maniement du ballon, au handling, la diversité des dribbles, la rapidité d'exécution et l'efficacité. Parce que aussi, on a connu beaucoup de dribbleurs, les gens qui savent manier le ballon, on en a connu. Ouais, il y en a eu pléthore. Hein. Sauf qu'il faut allier ça avec l'efficacité. Et si on met les deux bout à bout, Kyrie quand même il reste comme un très très grand manière de ballon. Après lui, je pense peut-être il se le dispute avec Curry, mais comme Curry est retenu pour un grand shooter, Kyrie passe pour vraiment il est retenu comme le grand manière de ballon. Moi, et Curry, c'est vrai que c'est un grand manière de ballon. Moi, Curry, en fait, je trouve qu'il est dans sa manière de dribbler, c'est un puriste en fait. Il y a pas voilà, il n'y a pas trop de nyama-nyama, de friture, comme tu le dis. C'est propre, c'est rapide et c'est bien exécuté. Il me rappelle un peu Tim Hardaway, sauf que Tim Hardaway, et comme tu le disais, il est un peu plus bas. Alors que Curry, il peut dribbler debout et... Pas non plus, non seulement... Voilà. Mais bon. Mais il y a toujours, en fait, la différence, surtout pour moi, la grande différence entre Kyrie et Curry, il est rarement sur le défi. C'est-à-dire que, par exemple, il va pas dribbler pour te montrer qu'en fait, tu ne peux pas m'arrêter. Et Kyrie, peut-être il le fait un peu moins, de 100 ans il le fait un peu moins maintenant,
qu'il est un peu plus avec la maturité, avec le nombre d'années Ouais. passées en NBA. Mais au début, il était dans le défi. C'est-à-dire, il voulait montrer aux gens, je suis arrivé en NBA, arrête-moi si tu peux, quoi. Ouais. C'est-à-dire, des fois, il te dribble, il peut passer et aller marquer ou bien aller faire une passe pour que, voilà, trouver une solution plus facile. Mais c'est-à-dire, il t'arrête pour te regarder, genre, il était dans le défi. Parce que tu défends sur moi, mais je te montrais qu'en fait, tu ne peux pas m'arrêter. Il jouait, mais après, il y avait un peu de défi. Mais bon, moi, je ne l'ai jamais senti, hein, ça. Si, il y avait un peu Non, de ça dans- moi, au début de sa carrière. non, Iverson, je le sentais. Et le boy qui était à Sacramento Kings, là, le blanc, là, White Chocolate. White Chocolate, oui. J'ai oublié son nom, son vrai nom, là. Il y a, je sais pas, j'ai oublié, White Chocolate, là, il le faisait. Il y a beaucoup de joueurs qui le faisaient. Genre, Deron Williams, il le faisait. Mais Kyrie... Non, il y a un peu de ça. Ouais. Il n'est pas, en fait, il n'est pas Moi, dans- et moi, la seule action de Kyrie, dont je me rappelle, il a croisé un gars, il est tombé, après il est reparti. Non. Le défi avec Stephen Curry. Non, attends. C'est lors du match Quand ils ont commencé à se défier, All-Star Game, là, entre les sophomores et les rookies, là. Tu te rappelles, quand il avait croisé le boy de... J'ai oublié son nom, là, qui jouait à Détroit, là. Voilà. Mais Kyrie, il n'a jamais été dans la défiance. Bon, je sais pas. Je sais ça ne paraît pas. pas En tout cas, pas comme Iverson. Non. En fait, toi, tu penses que j'ai l'essentiel ou bien c'est pas une critique, hein, mais c'est pour montrer que ça dit que même s'il y a la finalité, ça dit que même s'il peut te dépasser, il va marquer. Mais si dans un match, tu essaies de lui montrer que voilà, je prends le défi de t'arrêter. De t'arrêter, ouais. Là, il va te montrer avec une pente pour le dribble. Même si tu peux te dribbler avec un dribble simple, il va utiliser un dribble compliqué de te dépasser. Et de ce point-là, je suis d'accord. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Et quand tu es dans le défi, il va te montrer c'est de ça que je parlais, mais c'était pas vraiment une critique par rapport à son jeu, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est différent des autres qui sont... Donc toi, en gros, après Kyrie, tu mets Curry. Carrément, oui. Non. Et alors, CP3, Deron Williams, Steve Nash, Deron Williams. Oui, Deron Williams, ses principales qualités, c'est qu'il a un bon dribble. Je pense que c'est un mix. Je dirais, Deron Williams, c'est un mix de Jason Kidd et de l'autre là, de Tim Hardaway. Il a le crossover de Tim Hardaway parce que il avait ça. Mais il avait la taille, c'est pour cela qu'on ne peut pas vraiment le comparer aux autres, parce qu'il était un peu plus grand que ce dont on parle ici. Il montait haut. Non seulement il était un peu plus grand, mais il était un peu plus costaud. Et lui, quand il dépasse, il peut même aller défier des grands et le dunker sur la tête. Donc, alors que Kyrie, c'est moins évident, Curry, c'est moins évident, CP, c'est moins évident, Damien Lillard, c'est moins évident. Mais Deron, vraiment, il avait le cross, c'est vrai, il avait le handle, mais il avait la taille et la puissance. Mais DJ Deron Williams, quand même, c'était un phénomène. Hein. Même à Team USA et tout, c'est pas pour voilà, en plus, il avait un shoot à 3 points et tout ça. On l'a très vite. Non, très vite. On le comparait. Ils ont la même façon de shooter qu'avec Carmelo. C'est-à-dire les pieds droits et puis un jump sec. En plus, il saute haut avant de shooter. Ouais. Et donc, bon, il a... comment on appelle ça encore, lui et CP3 à un moment donné dans les années 2010 7, 8, 9, 10 tout ça là, ils se tiraient la bourre, quoi. Ils se tiraient la bourre pour savoir qui était le meilleur meneur. Bon, après c'était CP3. Donc tu me dis que Curry a un meilleur dribble que Curry. Et Nash, il me rappelle un peu Curry. Mais Nash, il ne perdait pas de ballon. Hein. Non. Ratio passe-tio, Nash, il ne perdait jamais de ballon. Et en plus, ses mains, il avait des palmes, je pense. Il avait de grosses mains. Et CP3, CP3 quand même. Non, oui, mais CP3, c'est... Si on parle vraiment de point de garde, celui qui revient... le nom qui revient, c'est CP3. Sur les générations, voilà. Sur la génération moderne, quoi. C'est le meneur type moderne. Il y a lui, après il y aura Rondo, il y aura Tony Parker. Mais c'est vrai qu'on c'est vraiment les meneurs organisateurs, c'est-à-dire les meneurs qui impriment le jeu, qui rassemblent les joueurs, qui vont parler. C'est une sorte de deuxième coach sur le terrain. Moi, je me rappelle encore Rondo, qui était très jeune, mais qui va appeler Perkins pour lui montrer là où il doit se positionner, qui le rappelle à l'autre, qui le met en confiance, etc. Alors que normalement, si un jeune meneur qui est en finale avec toute la pression, etc., il aurait pu peut-être se défausser un peu, mais il a été à la hauteur, même bien qu'il ne marquait pas beaucoup. Mais bon, moi, Rondo, je le kiffe.
c'est mon gars, je le kiffe. Tu sais bien comment j'aime Paul Pierce. À l'époque, quand je faisais mon classement all-time, je mettais Paul Pierce number 3. Maintenant, ça a changé depuis. Mais Rondo, la chance qu'il a eu quand même. Il a joué avec 3 Hall of Fame. Hein. Il a joué avec Pierce, avec Ray Allen, avec Kevin Garnett. Donc, du coup, pour gérer, c'était un peu plus facile. Genre, on n'a jamais vu, par exemple, Rondo prendre une équipe genre moyenne et genre dominer quoi. Impacter. Et Chris Paul, il l'a fait. Chris Paul, quand il a été drafté, il l'a fait avec New Orleans en 2008. Je suis tout à fait d'accord. En 2008, même quand Kobe quand Kobe a pris le ballon, j'ai failli dire ballon d'or, le MVP, mais il a terminé deuxième. Beaucoup de monde disait même qu'il le méritait. En plus, quand il est parti à Oklahoma City, tout le monde disait que sa carrière était finie. Il a pris Oklahoma City, il l'a ramené. Non, voilà, tout ça. Même quand il a choqué avec qui? Les Suns. Même avant les Suns, avec même les Rockets. Non, mais il a joué à un niveau. Voilà, les Clippers. Bon. Et puis on n'en parle même pas, c'est là qu'il a fait presque l'essentiel de sa carrière. Voilà, non, moi je trouve que quand il était au Hornets aussi, c'était ouf, avec son duo avec David West, tout ça là. Oui, bien sûr. Voilà, je me rappelle de ces playoffs, tout. Voilà, moi Rondo, c'est juste ça mon problème en fait. Après, on peut se dire que quand il est parti à New Orleans... Non, toi tu es sur l'impact. Ouais. Moi je ne pas sur moi je suis sur les qualités intrinsèques. Ouais. C'est-à-dire que sur les qualités intrinsèques, les deux sont bons. Mais sauf que je disais que l'autre là, quand il était bien qu'il a joué avec les grands, c'est-à-dire il aurait pu se faire manger aussi. Parce qu'on connaît la personnalité un peu voilà, imposante de Garnett. Et de Paul Pierce. Ouais. Bon, Ray Allen dans une moindre mesure. Mais après, quand tu joues avec ces trois là, la gestion du ballon peut amener un jeune meneur peut-être à perdre un peu de ses... Mais il était là avec le lead. Il est ramené, il a dit non, on fait ceci, on fait cela. Moi, plusieurs fois, je l'ai vu sur des options, voilà, venir parler. Non. On peut tout dire, voilà. Lui c'est un boss. Et lui, c'est un capitaine sur le terrain. C'est un peu comme CP3. CP3, on the court, c'est un boss. Parce que pour qu'un jeune meneur parle devant ces trois Hall of Fame et qu'ils acceptent d'écouter, c'est qu'ils lui donnent ce respect-là et ils lui reconnaissent ce talent-là, en fait. Non, je suis d'accord. Voilà, donc, c'est juste ça. Après, pour la petite parenthèse, CP3 et Rondo, ils ne savaient pas du tout. Ça, il faut le rappeler aussi aux gens. Je pense que c'est deux jours qui se décident. Et je pense que c'est Rondo qui avait craché sur CP3 ou bien l'inverse, l'autre a giflé l'autre, je me rappelle. Bon, jusqu'à présent, ils ne s'aiment pas. De toute façon, CP3 aussi, c'est une petite test. Il fait semblant. On n'a pas parlé de Magic Johnson, hein? Oui, mais j'allais l'évoquer quand j'ai parlé de John Havlicek des années 80. Magic Johnson, son dribble. Oui, Magic Johnson, c'était pas sa principale qualité, c'était pas le dribble. Sa principale qualité, c'était les feintes. C'est-à-dire, il y a une façon de dribbler en faisant des feintes. Et lui, c'était ça. Tu ne pouvais pas savoir à quel moment le ballon allait sortir pour la passe. Et il y avait un autre aspect, c'est qu'il était grand. Ça, c'est le premier aspect qu'on a. C'était 2 mètres. C'était le premier meneur de plus de 2 mètres. Ouais. Parce que jusqu'à dans les années 80, les meneurs, c'était, voilà, au basket, c'était les gens de petite taille. Entre 1m80, même moins de 1 mètre, et maximum 1m85. Rarement de basket. Après, c'est lui, il est venu, c'est le premier meneur à plus de 2 mètres, avec un bon dribble des 2 mains, un bon maniement du ballon des 2 mains, la qualité de passe et surtout la vision de jeu. Parce que on peut savoir faire des passes, mais allier le moment de faire la passe, le contrôle sur le jeu et le contrôle sur le défenseur direct. Parce que pour faire une bonne passe et faire jouer l'équipe, il faut contrôler son défenseur direct. Parce que lui, il va mettre une pression sur toi, puisque il sait que tu es un bon organisateur et puis c'est toi qui as le ballon. Il va mettre une pression sur le ballon. Tu dois le contrôler, éviter de perdre le ballon et en même temps identifier à chaque fois les possibilités de passe qui s'offrent à toi. Et donc, les meneurs se différencient sur ça. Parce que savoir apprécier le timing, en même temps, gérer le ballon. Parce que des fois, parce que le défenseur, il est bon, il peut t'obliger à ne voir qu'une partie du terrain. Et donc, c'est avec tes qualités, ta sensation, ta sensibilité, que tu peux avoir une vision circulaire pour voir la partie du terrain que le défenseur t'oblige à moins contrôler. Et un bon meneur doit savoir ce qu'on appelle en conduite, on parle d'angle mort. C'est-à-dire, un bon meneur doit savoir, même sur les possibilités de passe qui existent sur les angles morts, doit pouvoir les identifier. Et les meneurs se différencient sur ces Moi, je pense qu'aussi, il avait
sa taille aussi l'aidait un peu à... Voilà, parce que, comme il était grand, peut-être que très souvent aussi, le meneur qui défendait sur lui, il était petit. Donc avec ça... Il ne pouvait que contrôler, en fait. Il n'essayait jamais de prendre le ballon. C'est un peu comme Jokic, quoi. C'est un peu comme Jokic. Jokic, il est tellement grand. Non, c'est surtout Doncic. C'est presque impossible ouais. Sauf quand il commence à faire du Doncic, quoi, à s'énerver, etc. Tu ne peux pas lui prendre le ballon. Ouais. Tu ne peux que le contrôler, descendre, et essayer de le contrôler, etc. Mais j'ai pris l'exemple de Jokic parce que Jokic, encore, il est plus grand que Magic Johnson. Oui, c'est un 7-footer. J'ai compris. Voilà, genre, il joue un peu un rôle de... Quand il amène le ballon. Mais après, et de tour de contrôle, quoi. Genre, quand il est sur le terrain, il n'y a pas un joueur qui est plus grand que lui. Genre, pour l'empêcher de faire la passe, c'est très compliqué. C'est surtout moi, dans la conduite. C'est-à-dire que amener le ballon, conduire le ballon, chercher des solutions. C'est-à-dire que Jokic, lui, il sort le ballon. Quand le coach lui permet d'être dans la position de meneur, c'est pour que la configuration défensive adverse change. Parce que ça, forcément, ce sera profitable pour Denver. Ouais. Donc, on donne le ballon pour qu'il l'amène. Et la défense adverse sera obligée de contrôler les Jamal Murray, les arrières et les ailiers. Et donc, lui, forcément, il va avoir un champ pour jouer un one-on-one, ou bien ils seront obligés de faire plus à deux, et là, il y aura déficit. Et là, la défense est cassée. Okay. Mais Magic, c'était le meneur type, il a le meneur identifié comme meneur, qui amène le ballon, mais après, il va se faire des feintes, voilà, LA Showtime, etc. LA Showtime avec le coach d'alors, là, c'était Pat Riley, si je ne me trompe pas, voilà. Pat Riley, on va en parler dans une autre vidéo. En plus, il jouait très vite, il courait, il jouait très vite. Oui, push the ball, tout ça, là. Moi, il me rappelle un peu... avec eux. Ouais, moi, il me rappelle un peu Jokic, mais Jokic, c'est un peu pato. Parce que Jokic, quand je le vois prendre le ballon, remonter la balle, et vraiment, il me rappelle un peu Magic Johnson, dans ses manières aussi de faire les feintes, en plus de donner la passe dans le bon tempo, comme tu le dis, tout ça. Bon, là, maintenant, on va parler... Magic, bon, on ne peut pas parler de Magic sans évoquer son sourire, là, son fameux sourire, là. Le beau gosse, là. Magic, il souriait tout le temps, bon. Moi, ce qui me plaît chez Magic, c'est que c'est un bon parleur. En plus, il n'est pas radin en compliment. On va lui demander, parle sur Jordan, là. Il va venir, il va parler. Voilà. Même sur celui avec lui, on l'a comparé, son binôme, là, Larry Bird, il va te faire des... mais ouais, Larry Bird, c'était pas un meneur, mais c'était un bon passeur. Maintenant, parlons un peu de Nash. Nash, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, mais jusqu'à 2010. Double MVP, même. Ouais, double MVP. Attends. Double MVP, je vais te dire les MVP quand il a été MVP, 2005 et 2006. C'est ça, 2005-2006 MVP. Ouais, je pense que c'est ça. Non, moi, les MVP, je peux te donner les MVP de 97 jusqu'à... C'est vrai qu'on a attendu longtemps quand même pour avoir un MVP de petite taille. Parce que je pense que depuis Iverson en 2001, on n'a pas eu un MVP de petite taille, je pense. Ouais. Même arrière MVP, je pense. Parce que lui, ce qu'il a fait, je pense qu'il avait quitté Dallas, non, pour Phoenix. Quand il est arrivé, je pense, si je ne me trompe pas, ça c'est dans mes souvenirs, hein. Jean, il avait donné plus 33 victoires, je pense, à Phoenix. Non, il avait carrément impacté. Ouais, il avait carrément impacté. Sur la franchise. Voilà. C'était qui le coach? Est-ce que c'était Mike D'Antoni à l'époque, non? Si, Mike D'Antoni, avec le fameux run and gun, là, où il fallait en 7 secondes shooter. Et c'était une belle équipe, hein? Steve Nash, Stoudemire. C'est juste qu'ils n'ont pas été couronnés, mais ils ont fait finale de conférence. Ouais, ils en ont fait. Ils n'ont pas fait une finale NBA, je pense. Ils ont fait finale de conférence à plusieurs reprises. Deux fois, je pense. 2 fois finale de conférence. En tout cas, en 2010, ils sont partis en finale de conférence contre les Lakers. C'est quand Kobe prend le shoot là à 3 points, après il tape sur les fesses de Alvin Gentry là. Il y a avec Amar'e Stoudemire, avec ses coups de marteau qui pilonnent comme Stat. Voilà, l'autre là avec son Matrix avec son fameux chute bizarre là. Ouais, il y avait aussi le gars là, comment il s'appelle Bon, j'ai tendance à dire que quand on parle de dunker pur, on peut pas le sortir du top 3. De Jason Richardson, c'est lui, non? Il était aux Warriors, après il est venu là-bas. Lui, je le kiffais. Lui, il était fou, hein? Il avait une détente de ouf. En plus, il avait la technique et tout ça. Il faisait des... même quand les années où Boris est venu aussi, ils ont mieux joué même, je pense, avec Boris. Boris, là, bon, il a amené vraiment... Là, on est en train de... Voilà, là, on est en train de partir là. Maintenant, là, on arrive, on a parlé de, Nate Archibald, on a parlé de tout ça. Maintenant, on vient dans les années 2010-2020. Là, les meneurs qui se distinguent.
La plupart. Bon, LeBron, non. Est-ce qu'on peut parler de LeBron comme meneur? Non, voilà. Là, il a juste eu le ballon comme qui impacte le jeu. En tout cas, et Harden, c'est un meneur ou bien c'est un arrière pour toi? C'est pas un meneur. Maintenant, c'est un 2 ou 3. Voilà. Maintenant, là, les meneurs qui se distinguent, il y en a 3 principalement. Bon, non, on va en prendre 5, je pense. Il y a Curry, il y a Kyrie, il y a Chris Paul, il y a Damian Lillard. Bon, on va prendre les 4 là. Who's the best? Bon. Tu construis ton équipe, tu prends quel meneur? Tu prends Curry, tu prends Kyrie, tu prends CP3 ou bien tu prends Damian Lillard? N'oublie pas cette question, tu me l'as posée et je t'ai dit, pour prendre un joueur, si je dois construire une équipe, ça dépendra toujours de qui j'ai comme ailier, comme grand, etc. Mais sinon, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avec d'autres. Ouais, mais on ne pourra jamais discuter, sinon. Non, oui, j'ai compris. Mais voilà. Quand même, bon, moi, tu sais, l'amour que j'ai pour Kyrie, j'ai un faible pour Kyrie, j'aurais tendance à toujours prendre Kyrie. Maintenant, après, si je suis objectif, moi, mon équipe, je la construis autour d'un meneur, je prendrai Stephen Curry. Tu prends Stephen Curry. Parce que Stephen Curry, il sera un plus grand danger que tous les autres. Et même plus que Damian Lillard. Bien sûr, à cause du shoot. Parce que son shoot, ça restera un danger. Encore qu'il sait se démarquer. Il peut jouer même 10 minutes en 2. Hein. S'il a quelqu'un qui peut gérer le ballon, Curry n'a pas besoin du ballon. Il peut jouer en 2 pour forcer les écrans, se démarquer. Avoir le ballon, tu l'empêches de jouer à 3 points, il fait un drive, il se sort une passe. Ça veut dire qu'il a une connaissance du jeu, une lecture du jeu. Et les gens ne font pas souvent focus sur ça, mais Curry, il lit tellement bien le jeu. Moi, j'avais lu un article là, il est même plus dangereux sans ballon. Non, il y avait un article qui disait que celui qui avait impacté, celui qui arrivait, comment à avoir de l'impact sur la défense. C'est la façon Voilà. Sur le coach adverse a changé le jeu, son système et tout. Dans l'histoire de la NBA, il y en a qui disent que c'est Stephen Curry, plus que Michael Jordan, plus que LeBron, plus que tout le monde. Voilà. Mais quelqu'un qui a presque une confiance, non seulement une confiance absolue, mais qui se traduit chaque fois par du succès. Par exemple, tu peux prendre 5, 6, 7 tirs à 3 points. Tu en mets, je sais pas moi, tu en mets 2 ou 3. Après, les gens vont se dire, moi, il n'est pas si dangereux que ça. On peut accepter d'encaisser ces points. Mais Curry, tu ne peux pas prendre ce risque-là avec Curry. Tu ne peux pas. Il peut te mettre 7 sur 7. Bon, il l'a montré. Lors des JO, à un moment donné, l'équipe a besoin de lui. Il vient, il te sort 4 tirs à 3 points enchaînés. Si je ne me trompe pas, si on prend les matchs avant la demi-finale et la finale, il a tourné à 5-3 points. Mais lors des demi-finales et des finales, il a tourné à 17-3 points. Il a mis 9 et 8. Voilà, c'est ça. Non, quelqu'un qui va t'enchaîner 4-3 points en quelques minutes, qu'est-ce que tu peux faire? On ne peut pas défendre comme ça. Et tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai mis Kyrie devant Curry. Pendant longtemps, on en a discuté. Pendant longtemps, j'ai mis Kyrie devant Curry. Parce que lors de leur confrontation directe, moi, je ne me rappelle pas, en tout cas, jusqu'à présent, je ne me rappelle pas une confrontation directe entre Curry et Kyrie où j'ai vu Curry dominer Kyrie. Parce que Kyrie, quand même, c'était ouf, surtout quand il y avait LeBron James au Cave. Et il dominait, parce que quand les finales de 2015, Kyrie, il a joué 2 matchs, après il s'est blessé. Mais à l'époque, Curry, en saison régulière, il était au top. Voilà, maintenant, je vais parler de ça. On va parler un peu de Curry. Parce que Curry, pendant longtemps, je ne dirais pas que c'était un joueur de saison régulière, mais en tout cas, ses stats baissaient en play-off. Parce qu'en 2015, je me rappelle, de la Vedova, l'Australien, là, il avait fatigué. C'était pas pour rien qu'on avait donné le MVP des finales à Iggy en 2015. Parce que de la Vedova avait bien défendu sur lui et que même après, il était tombé malade. C'est quand il était tombé malade, l'Australien, là, que Curry s'était réveillé. Bon, après, voilà, quoi. En 2016, il y a le choke. Il mène de 3-1, après il perd la finale. En 2017-2018, il y a KD qui vient, qui prend les MVP. Alors qu'il avait fait unanimous MVP en 2016. Pour moi, c'est la meilleure saison. C'est la meilleure saison qu'ait fait un joueur NBA dans l'histoire de la NBA. En tout cas, je dis saison régulière, en 2016. Pour moi, il n'y a pas meilleur. J'en discute avec tout le monde. Il y en a qui parlent de Michael Jordan en 88. Quand il prend le DPOY là. 35 et quelques points de moins. Voilà, ça c'était, voilà, je pense.
et tout ça là. Il y a beaucoup de saisons. Il y a LeBron James en 2013. Il y a il y a beaucoup de gars. Mais pour moi, la saison de Curry en 2016, gars, il te met plus de 400 points. Il fait 50, 45, 90 comme stat au pourcentage. D'habitude, quand je me rappelle quand Dirk Nowitzki, Kevin Durant et Steve Nash faisaient 50, 40 et 90, tout le monde du basket s'extasiait. Curry, il vient, il monte le curseur à 45. En plus, il fait combien? 93 victoires et 9 défaites. Il balaye il met de côté, comment on appelle ça encore, le record des Bulls là, de 96. Et tout ça, unanimous MVP. Mais bon, en playoff... 73. Voilà, 73, voilà, j'oublie. 73 et 9 défaites. Bon, il y a tout ça. Donc, du coup, en playoff, ce n'était pas le Curry dominant qu'on attendait. À chaque fois, ses stats baissaient. Mais c'est en 2022, vraiment, que j'ai accepté. En 2022, j'ai accepté. Il a mis tout le monde d'accord. Ouais, il a mis tout le monde d'accord. Je me souviens de notre discussion. Voilà. Quand je t'ai dit toujours, gars, Curry, faut pas te toucher. Voilà. En 2022, parce que, même avant 2022, parce que je pense qu'en 2019, il y a eu beaucoup de blessés. Il a porté l'équipe sous son bras, complètement. Non, même avant 2022, je pense parce qu'à un moment donné, Klay Thompson était blessé, comment il s'appelle encore, Damon Green était blessé, mais il avait fait une saison où il était meilleur marqueur de la NBA. Je me suis dit comme, ah ouais, donc Curry, il peut tenir une équipe à lui tout seul. Bout de bras. Voilà, à bout de bras. Une moyenne de je ne sais combien de points. Non, à un moment donné, il avait les problèmes avec le genou et tout. Il a continué parce que s'il ne jouait pas, l'équipe n'allait pas peut-être se qualifier. Je crois. Il a continué à jouer. Mais en 2022, vraiment, là, voilà, il a mis tout le monde d'accord. Tac, tac, après, voilà quoi. Et il y en a même il y en a même maintenant qui le mettent dans le top 10 all-time, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, toi, tu mets Curry. Mais, je sais pas, moi, j'ai un faible pour Kyrie aussi, comme toi. Non, moi c'est pourquoi j'ai carrément dit que le faible que j'ai pour Kyrie, ne serait que sur la dimension purement athlétique. Parce que, si tu le compares sur le maniement de ballon, un peu l'adresse, un peu le fait qu'il impacte leur équipe, ils sont sensiblement, ils se tiennent pas de très loin. Il n'y a pas un écart abyssal, mais sur la dimension athlétique, le fait de se plier en l'air, d'éviter de faire des pompes, d'aller en deuxième truc. Kyrie, voilà, il a peut-être une dimension athlétique plus grande. Et celui qui peut le matcher sur ce domaine, sur ce plan, c'est peut-être Damian Lillard. Encore qu'il ne va pas faire autant d'arabesques que Kyrie, mais sur la dimension athlétique et physique, Damian Lillard, voilà. Non, Lillard, il est très costaud. Lui c'est l'un des rares meneurs qui peut aller défier les grands à l'intérieur. Voilà, en physique. Et puis, on va parler de Lillard maintenant. Mais j'ai oublié une chose. Curry, son coffre-fort là. Mais il est plus endurant que le cardio de Curry. Ça, pour que les gens ne le savent pas, c'est l'un des joueurs les plus, voilà, qui a le cardio le plus développé en Inde. Et en plus, je trouve que aussi il est plus leader que Kyrie, quoi qu'on dise. Parce que Kyrie, sans top dog à côté de lui, ça veut dire que sans futur Hall of Fame, il n'a pas vraiment fait grand-chose. Il a eu la chance, il a joué avec de grands joueurs, voilà. etc. Mais souvent, c'est peut-être que chaque fois, ça n'a pas été à cause de lui, mais voilà. Il n'a pas su en profiter. Ça a montré que je peux m'appuyer sur les très grands joueurs avec qui je joue pour que l'équipe ait un plus ou bien pour qu'on montre que voilà, on peut upgrader. Non. Alors que par exemple, Stephen Curry, bon, avant qu'ils ne fassent leur épopée avec Draymond Green ou bien comment il s'appelle encore le shooter Klay Thompson, tu ne peux pas mettre Klay Thompson et Draymond Green sur un piédestal. Ouais. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pendant X années qu'on peut après coup dire que c'était de très bons joueurs. Non, même au-delà de ça, n'oublions pas. Malgré cela, son leadership, c'est affirmé. Ça veut dire que mieux, moi je trouve même que ce qui le prouve le mieux, c'est quand KD est venu chez eux. Parce que ça aurait pu avoir un impact négatif. Mais c'est parce que Curry a cette personnalité-là et qu'il a ce leadership-là que KD a pu évoluer facilement chez les Warriors et a pu tirer son épingle du jeu et en même temps que l'équipe a pu en tirer profit globalement.
c'est à cause de son leadership. Ouais, non, vraiment, il a un bon. Et en plus, lui, c'est un leadership par l'exemple. Et en plus, il n'est pas là. Il n'est pas très vocal. Voilà, il n'est pas trop vocal. Mais il n'est pas là à critiquer ses Tu coéquipiers et vas tout. reconnaître ça, et ça passe crème. Non. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Kyrie, parce que Kyrie, quand il a été drafté, il n'avait pas de top dog avec lui. Bon, il n'est pas allé en playoff. C'est quand LeBron est venu, il est allé en playoff. Après, à un moment donné, bon, il voulait plus être dans l'ombre de LeBron, sous l'ombre ou dans l'ombre de LeBron. Il est parti à Boston. Bon, à Boston, quand il est parti, première année, je pense qu'ils sont... Alors que Boston, en 2018, ils sont partis en finale de conférence. Quand il est arrivé, j'ai oublié comment ça s'est passé. En tout cas, ils ont été éliminés, je pense, par les Bucks. Voilà, par les Bucks. L'année d'après, il s'est blessé. Ils sont partis en finale de conférence. Donc, du coup, c'est ça, quoi. Il a quitté. Voilà, après, il a quitté. Après, on a vu le quiproquo qu'il y a eu après aux Nets et tout ça. Après, bon, il s'est racheté une image l'année dernière avec Dallas. Mais Kyrie, à lui tout seul, comme franchise player, il n'a jamais vraiment porté une équipe. Alors que Curry, si, parce qu'il y a eu les prémices là, n'oublie pas, en 2014. Tu te rappelles quand ils ont battu Denver Mark Jackson. voilà, du temps de Mark Jackson. Voilà. Ils ont battu Denver. Le Denver qui était l'équipe que tout le monde attendait en finale de conférence à l'Ouest. Ils ont battu Denver. Après, ils sont tombés sur tes Spurs 2014. Les Spurs, à l'époque, on disait que les Spurs, c'était une machine, quoi. Injouable. Donc, voilà. Donc, Kyrie, c'est ça. Alors que Curry, quand même... Et en plus, il dure dans le temps. Il a été drafté en 2009. On est quand? On est en 2024. L'année prochaine, 2025. Donc, ça lui fait 16 ans. Et en plus, il est toujours au top, au vu de ce qu'il vient de montrer là, lors des JO. Maintenant, on va parler un peu de Lillard, quand même. Moi, je pense que je préfère Lillard au 4. Je pense que je préfère Lillard. Non, moi, Lillard aura toujours mon respect. Voilà. Parce que d'abord, non seulement c'est un très très grand joueur, un excellent joueur, il est physique, et puis il ne parle pas beaucoup. Lillard, il n'a pas cette culture NBA de tu veux voir ce que je vaux, etc. Il peut le faire, mais vraiment si tu viens le chercher, quoi. Sinon lui, voilà, dans le jeu, il va te montrer que tout le monde sait ce qu'il vaut. Dans le jeu, il va te montrer son niveau. Il va jamais se cacher. Après, ce que j'aime plus, c'est là, si ça ne réussit pas, par exemple, si ils sont attendus et qu'ils ne réussissent pas, il va jamais se défiler. Il va aller en conférence de presse, dire que voilà, etc. Prendre le truc sur lui, dire que voilà, reconnaître par exemple ses erreurs à lui, ses insuffisances, et après. Mais au-delà de ça, on va faire basket fiction. Basket fiction. Tu prends Lillard, tu le mets aux Warriors à la place de Curry. Tu penses qu'il peut faire ce que Curry a fait, ce que Curry a fait, Non, ou bien? Il ne va pas mettre les 3 points, mais ils peuvent avoir à peu près le même nombre de victoires. Parce que Et même le même nombre de titres ou pas? presque, je dirais. Moi, tu sais, j'ai toujours dit que Lillard c'est l'égal de Curry. Mais comme le concerné a dit que Curry est meilleur, maintenant Parce que Curry, ce que je t'ai dit au début, je t'ai dit que Curry sera toujours plus dangereux. Ouais. C'est ça le souci. Parce que pourtant, Lillard a beau être dangereux, Lillard, par exemple, il y aura des séquences où... Et qu'est-ce que Curry a plus que Lillard? Mais la régularité sur le tir à longue distance, c'est ça le souci. Parce que Curry, même s'il est au-delà de 7 mètres, tu ne peux pas dire qu'il ne va pas mettre ses 3 points. Et pourtant, si on regarde les highlights, les tirs from the logo, dans l'histoire de la NBA, je ne pense pas qu'il y a un joueur qui en a mis plus que Lillard. Il en met, mais sauf que quand il est arrêté et que le défenseur... Parce que lui, le défenseur pense que chaque fois... Et pourtant, il en met, mais chaque fois, ils sont un peu plus loin. Il y a, à part les rares tirs où par exemple, l'un où il est défendu par Paul George, ou un autre où il est défendu par, je ne sais pas moi, Westbrook. Tous les autres là, soit les défenseurs l'attendent, et là il se met, il te dit, ah ok, tu veux prendre ce risque. Après il te plante le truc. Mais Curry, tu ne vas jamais dire, il ne va pas le mettre. Tu vas toujours venir. Bon, et quand tu le prends loin, mais les covers et les aides défensives, mais ils deviennent aléatoires parce que dès qu'il y a un défenseur qui défend très loin, les aides défensives des autres joueurs deviennent aléatoires. C'est pour ça que je dis, c'est différent. C'est minime quoi, mais
il y aura toujours voilà. Parce que moi, Damien Lillard. Sur la régularité. Moi, non, je suis d'accord. Parce que Damien Lillard, s'il a tourné à 40% à 3 points dans une saison, ce sera une seule fois. Alors que Curry, il en a fait plus, voilà. La régularité. Voilà, la régularité. Maintenant, moi, Damien Lillard, je le respecte. Il a été drafté la même année qu'Anthony Davis. Personne ne le connaissait. Après, il faut dire que Damien Lillard, quand même, a fait, je pense, 4 saisons en université. Il est venu vraiment mature en NBA. Voilà, quand il est venu. Il a toutes ces années universitaires avant. Voilà, il a été Rookie of the Year devant, comment on appelle ça encore, devant Anthony Davis. Et en plus, mais Damien Lillard, 2 ans après, au fait, il a toujours été clutch en playoff contre Houston. On s'en rappelle. Contre Oklahoma City de Paul George, Melo, et je ne sais pas s'il y avait Melo, en tout cas de Westbrook. On s'en rappelle. En plus, il a fait des finales de conférence à l'Ouest. Mais je ne dis pas à l'Est. Hein. À l'Ouest, il a fait des finales de conférence quand il y avait les Spurs, quand il y avait les Clippers, quand il y avait bon, après, à chaque fois qu'il allait en finale de conférence, il tombait sur les Warriors. Bon, les Warriors, il ne pouvait pas rivaliser avec eux. En tout cas, à l'Ouest, il allait en finale de conférence. Et en plus, à chaque année, il allait en playoff. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de meneurs qui ont fait ça, hein, parce que Westbrook, même quand KD est parti, il y a des années où il n'est pas allé en playoff, et même quand il va en playoff, il ne dépasse pas le premier tour. Alors que Damien Lillard, il va chaque année en playoff. En plus, il est venu, à l'époque, il y avait... Voilà. Ils ont fait une finale. Non, il a battu les Houston de Dwight Howard, de James Harden. Il les a battus au Game 6. Il met le buzzer beater. Il est juste tombé sur l'épopée des Warriors. Parce que s'il n'y a pas l'épopée des Warriors, moi, je pense que... Il peut faire une finale. Il serait à un titre pour moi. Parce que pour moi, cette équipe-là, si elle arrive en finale, parce que si elle arrive, elle n'a pas, elle n'est pas dans la peau de favori, etc., ils vont jouer libéré et ce sera difficile de jouer contre eux. Mais le fait de passer ce plafond de verre contre les Warriors, c'est ça qui... Non, il ne peut pas gagner le titre. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en face, il y avait le King. Bon, non. Non. Il peut pas battre le King. Ça va être compliqué parce que Portland, il n'y avait personne pour défendre sur LeBron. C'était très compliqué, gars. Bon, c'est vrai c'est vrai qu'ils n'ont pas de vrai poste. Ça a toujours été le voilà, le poste 3, c'est... Les Batum, les voilà, Batum, non. Il y avait à un moment donné... Si c'était le Batum... Fernandez, après il y a eu... Comment c'est... L'autre là, le défenseur, le truc là... qui était au Bucks là, j'ai oublié son nom là. Bon, ils n'ont jamais eu... Wesley Matthews. Wesley Matthews. En fait, ils n'ont jamais eu de vrai poste 3 qui pesait. Voilà. Ça a toujours été ça allait très compliqué parce que LeBron, parce que pour battre LeBron en finale, mais il faut vraiment avoir un top dog. La seule fois où il a été inquiété, c'est quand le Français là a joué à Orlando, quand ils ont fait... Michael Petrus. Petrus là a vraiment sacrifié sur lui. Ouais, mais à l'époque même, on pouvait dire que... LeBron était jeune. Il était encore jeune, c'était en 2009. Donc du coup, c'est ça. Mais bon, on peut voir en 2014, quand Kawhi s'est occupé de LeBron. Il faut avoir un vrai poste 3 qui est costaud. Ça n'a pas été la fête pour lui. Hein. Ouais, ça n'a pas été la fête pour lui. Ou bien même André Iguodala. Oui. Vraiment, il faut avoir vraiment des postes 3 grands, costauds. Non, le problème, c'est que c'est continuer LeBron pendant... 48 minutes. Non, 48 minutes. Fois 7. C'est ça. Non, même si ce n'est pas fois 7, mais le fait que ce soit sur 2 jours de repos, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc du coup, c'est ça. Pour moi, en finale, Damien Lillard, il aura toujours mon respect. C'est un joueur qui est clutch, c'est un joueur qui ne parle pas. En plus, c'est un meneur. Oh là là là, moi, je kiffe ce joueur-là. Maintenant, on va parler un peu de CP3. Qu'est-ce qui a manqué à CP3? Parce que CP3, quand même, il se devait de gagner un titre. Pas grand-chose. Moi, je dirais peut-être pas de chance. C'est à faute à pas de chance. Pas de chance ou il choque? Non, il choque quoi? Il choque, mais pas de chance. Parce que aussi, les blessures à répétition, on peut dire c'est lui, mais aussi c'est pas lui. Parce que s'il se blesse, il se blesse. C'est le jeu. Non. En 2015, quand ils perdent contre Houston, ils menaient, je pense, de 3-1. Et dans le Game 4, ils menaient de 15 points. Dans le 3e quart-temps, ils se font remonter. Après, ils perdent la série. Ça, il n'était pas blessé. Oui, mais je veux dire, même s'il n'est pas blessé, je veux dire, en fait, tu ne peux pas sortir, par exemple, les matchs où on les attendait et où ils n'ont pas réussi à gagner. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre le tort sur lui. Parce que sur la façon de jouer, sur les options, etc. Peut-être que ça à quelque chose près, mais
Vraiment, c'est à cause des joueurs qui avaient derrière. Mais après, comme c'est le joueur majeur, on voudra toujours que lui, il prenne ses responsabilités en fait. Sauf que lui, sa façon de jouer, il ne sera jamais, par exemple, comme, je ne sais pas moi, un LeBron, un KD, qui vont prendre le ballon, donne-moi le ballon, je règle le problème, etc. Là, encore que KD, maintenant, il s'en fout. Maintenant, il le faisait avant. Il le fait plus. Maintenant, il se contente. Quand c'est dur, il lâche l'affaire. Après, voilà. Mais je me rappelle, époque Clippers, il le faisait, hein. CP3 oui, mais c'est à cause de après je comprends ça, après il a un handicap avec sa taille dans le money time, c'est un peu compliqué quand on le sert tout ça. Jouer avec James Harden aussi, voilà. Ça passe pas tout mais bon, après les finales quand même contre les Bucks, ils mènent de 2-0. Voilà, au fait, je dis pas que c'est de sa faute totalement, mais quand tu as des possibilités de gagner et que tu mènes et que tu perds et que ça revient et que c'est répétitif, voilà, c'est pas. Tu passes pour un chat noir. Pour un choker. Donc là, ça fait 55 minutes qu'on parle. On peut parler là pendant 2 heures de temps. Donc si j'ai compris, on va résumer un peu. Le meilleur dribbleur all time, il n'y a pas de discussion, c'est Kyrie. Ton meneur préféré, c'est Jason Kidd. Exactement. Maintenant, c'est qui maintenant, on ne parle pas de meneur préféré ni de meilleur dribbleur. Maintenant, c'est qui pour toi le meilleur meneur all time? La plupart, ils prennent Magic Johnson. Est-ce que tu oses mettre Curry devant Magic Johnson? Si, quand même. Hein? Si. Non, moi, je prends même pas ces deux-là. Hein. Tu prends J'aime bien. Bon, Magic Johnson, je le mettrais peut-être à la deuxième place. Mais pour moi, l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, moi, je prendrais. Pour moi, la discussion sera entre trois principalement. Entre CP3, Magic Johnson et puis Jason Kidd pour moi. Avec Jason Kidd. Maintenant, après je ne sais pas qui je peux mettre. Parce que c'est moi Curry, c'est un meneur, mais en même temps. C'est un combo guard. On n'a pas parlé des combo guards. Tu as raison. Parce que si on parle de meneur pur. Même Russell Westbrook, moi, j'ai dans ma tête. C'est pas un vrai. Oui, mais tu sais, on a oublié quelqu'un. Oui. On a oublié Derrick Rose. Oui, Derrick Rose, oui, lui, c'est vrai qu'après sa carrière a été en pointillé, c'est pour cela qu'on l'a un peu oublié, mais sacré joueur. Hein. En même Derrick Rose, tu le mets, les Derrick Rose, les Steve Francis, Russell Westbrook, c'est à peu près les mêmes qualités. La même race. Voilà, c'est la même race de meneurs. Ça dit très athlétiques, qui vont très haut, qui scorent, etc. C'est pas de vrais organisateurs de jeu. Après, ils te feront les passes qu'il faut, quand il le faut, mais c'est pas de vrais organisateurs de jeu. Moi, ce que j'ai compris en NBA, une fois que tu arrives à scorer sans que ton défenseur direct t'arrête, tu deviens un passeur. Après, je ne sais pas si tu as une vision de jeu ou pas, parce que forcément, il y aura des prises à deux. Si tu es un peu athlétique, tu arrives à délivrer des passes. Ce n'est pas comme tu l'as dit un peu plus tôt, comme les Magic Johnson, les Jokic, les CP3 qui arrivent à avoir les angles morts, qui arrivent à voir ce que les autres n'arrivent pas à voir. Mais Kevin Durant, lui, facilement, il tourne à 7 passes. Ce n'est pas parce que c'est un voilà, il y a les prises à deux, voilà. Mais Derrick Rose, quand même, c'était un phénomène. Derrick Rose, oh là là, sa blessure en 2012, là, ça me fait toujours mal. Plus jeune rookie de l'histoire. Ouais, 21 ans, oh là là, Derrick Rose. En plus, tu as parlé de Steve Franchise. Un mix entre, je sais pas moi, de Dwayne Wade et... Moi, je le vois, c'est un mix entre Dwayne Wade et Russell Westbrook. Quand tu as Russell Westbrook et Dwayne Wade dans Rose. Hein. Là, il nous reste 1 minute là. J'ai oublié de parler aussi de... Il y avait un meneur que j'aimais bien, le meneur des Kings là. Je sais pas si c'est un blanc ou bien c'est un métis. J'ai oublié son nom, après il a joué à Miami. Comment il s'appelle encore? Le meneur. Jason Williams. Non, pas Jason Williams. Avant Jason Williams, il y avait un autre. Après, il est pas. Mike Bibby. Mike Bibby aussi, je l'aimais bien. Hein. Bibby. Alors, pas mal. Oui. Ouais, pas Mike mal. Bibby, oui, ça, c'est les meneurs lents et techniques. Voilà. Un peu comme Doncic avant Doncic. Voilà. Bon, les gars, ça fait presque 1 heure là, ça fait 58 minutes. Bon, donc du coup, c'est ça. On a un peu parlé des meneurs, on a parlé de tout ça. Moi, dans mon cœur, c'est Isaiah Thomas, Russell Westbrook et Damian Lillard. Après, il y a, comment ça s'appelle encore, il y a Kyrie aussi. Moi, ce sont les meneurs que je kiffe. Voilà. Après, Curry, bon... lui, on peut que le kiffer, on peut que l'aimer parce que c'est un diable du basket. Je ne veux pas quand même faire cette vidéo sans parler de mon joueur préféré, l'un de mes joueurs préférés. Mais il reste Penny Hardaway. Mais on va s'arrêter après, là. Après, il n'y a pas de souci, on s'arrête là. Voilà. Mais moi, mes arrières, ce sera toujours, voilà, mon trio, ce sera toujours. Ouais, Penny. Non, pas Penny Hardaway. Dépêche-toi, il te reste 30 secondes. Non, c'est Curry, c'est Jason Kidd,
Et puis c'est Curry. C'est qui Pepeñado, non, pas Curry. Non. Qui Qui comment il s'appelle encore? Vas-y, il te reste. Non. Il jouait où? Non, c'est le Kyrie Irving. Ah, Kyrie. Kyrie Ok. Irving, Jason Kidd, et puis voilà. Et puis? Kyrie Irving, Jason Kidd, et puis Curry. Ok, c'est bon. Ça, c'est mon trio, quoi. Bon, les gars, on s'arrête là. Après, on vous écoute dans les commentaires. Allez, ciao, bye.